Et je dis bienvenue au 98.5 à la nouvelle mairesse de Montréal. Soraya Martinez-Ferrada est avec nous en studio. Madame Ferrada, bonjour. Bonjour. Là, on va se parler pour les 4 prochaines années. Oui. Juste mettre une chose au clair. Est-ce que je vous appelle Madame Martinez-Ferrada, Madame Ferrada? Comment ça marche? Ben, écoute, moi, j'ai fait campagne avec mon prénom, puis toute ma vie, les gens m'appellent par mon prénom. Et je sais que les gens n'aiment pas ça. Non, mais dans le civil, correct, dans le civil, mais à radio. À radio, ouais, je comprends. Comprenez, là? Ben, ça peut être Madame Soraya, genre, ça se fait-tu, ça? Là, c'est comme si vous étiez une prof de maternelle. Oui, non, c'est vrai. OK. Ben, OK, on peut dire Martinez-Ferrada. Parfait. Merci, Oui. Madame Martinez-Ferrada. Bienvenue à l'émission. OK, Merci. on commence avec les dossiers chauds. Oui. STM, c'est le sujet qui fait suer des milliers de Montréalais. Vous dites que vous voulez que ça se règle d'ici le 15 novembre. Question simple. Est-ce que les syndiqués du transport en commun, d'après vous, devraient avoir le droit de faire la grève? Bien, c'est sûr que tous les travailleurs syndiqués ont le droit de faire la grève. Pas les policiers, Vous avez raison. pas les pompiers. Vous avez raison. Puis on n'a pas gagné l'enjeu sur les services essentiels. Bon. Fait que c'est une question plus large, à savoir, est-ce que, par exemple, les débardeurs au port de Montréal? Mais Non, mais pour ça, je vous dis que la question des services essentiels est beaucoup plus large. Ça ne sera pas à moi de répondre à cette question-là, mais sur le citoyen qui, lui, ça va travailler tous les matins, c'est sûr qu'un service essentiel, le transport collectif, ne devrait pas arrêter parce qu'on fait la grève. OK, vous voulez que le conflit prenne fin rapidement, avant le 15 novembre. Vous avez mentionné le 15 novembre. Mais le 15 novembre, parce qu'ils ont dit qu'ils faisaient une grève 15 et 16 novembre, puis je me dis, on peut plus Ça, c'est les revivre chauffeurs. On peut Chauffeurs plus- d'autobus exactement. et de métro. Donc, Exact. On peut plus revivre ça. pas en fin de semaine, la fin de semaine prochaine, techniquement, il n'y a pas de service de bus et de métro. Mais votre pouvoir réel comme mairesse de Montréal, là, pour forcer un règlement, c'est quoi? J'en ai pas. Autre que... Donc, c'est un souhait. C'est un souhait. Je me suis assis avec la directrice de la STM la première journée. J'ai demandé une rencontre tout de suite avec elle lundi. Je me suis assis avec les deux syndicats et je leur ai dit, ben écoutez, là, de un, le cadre financier de la Ville, parce que le bailleur de fonds de la STM, c'est la Ville. Donc, si, dans le fond, là, ce qu'ils voudraient, c'est que nous, on envoie plus d'argent pour qu'il y ait plus de pouvoir de négociation. Puis la réponse, c'est, ben le cadre financier de la Ville est tel que les citoyens ont payé plus de 38 % de taxes, fait que j'ai pas de plus d'argent à envoyer à la STM. Il faut que la STM négocie à l'intérieur de son cadre financier à elle. Puis les citoyens s'attendent qu'ils négocient rapidement. Puis s'ils le font pas, bien, Québec pourrait devancer la loi qui rentre en vigueur le 30 novembre. Puis les syndicats, bien, ils vont perdre du pouvoir de négociation. Donc, les conversations qu'on a eues hier étaient franches. Puis j'espère, et tu vois, aujourd'hui, la médiation reprend. Donc, j'ai bon espoir que dans les prochains jours, ils vont être capables d'arriver à un règlement. Jean Boulet, le ministre du Travail, est arrivé avec une loi dans laquelle il y a un mécanisme pour forcer des retours au travail quand le public est affecté. Je pense qu'on peut dire que le conflit de la STM affecte. Ça entre en vigueur jusqu'à la fin du mois de novembre. Avez-vous un message pour Jean Boulet? Bien, j'ai eu des conversations avec le gouvernement du Québec depuis lundi. Ils sont dans le processus de voir si le projet de loi peut être devancé. Le projet de loi a été adopté avec une date qui est le 30 novembre. Donc, il y a un processus législatif pour qu'il soit appliqué avant. Et je sais et je comprends que le gouvernement du Québec est prêt à aller là. Je vais suivre ça aujourd'hui. Moi, je leur donne la chance aux syndicats et à la STM de négocier. Parce qu'au bout du compte, si la loi prend vigueur avant, vous comprenez que le syndicat perd du pouvoir de négociation. Fait qu'ils sont mieux de se négocier rapidement. On parle de transport en commun, puis je le sais que c'est pas de votre ressort, mais les auditeurs, puis je le signale là, pour ceux qui s'apprêtent à prendre le REM, semble-t-il que c'est encore en panne présentement. Est-ce que la STM devrait rembourser les usagers pour les journées de grève? Bien, si on veut que le transport collectif fonctionne, puis vous le savez, actuellement, les finances de la STM ne sont pas faciles. Si je fais ça, est-ce qu'on est en train de se donner un défi financier qui fait qu'on va avoir moins de transport? Mais il y a quand même quelque chose d'injuste. Absolument. Il y a des je suis gens d'accord avec qui payent leur titre mensuel, puis là, ils n'ont pas de service. Le service n'est pas complet. Je suis vraiment d'accord avec vous. Puis est-ce qu'on est capable de faire ça? Il faudra voir avec la STM. Mais je suis d'accord que le citoyen, actuellement, il s'en va qu'il y a de service, il paye pour. Mais je veux m'assurer que le transport va continuer puis qu'on va avoir un service. Là. Le projet Montréal a instauré la gratuité du transport en commun pour 65 ans et plus. les 65 ans et plus. Allez-vous maintenir ça? Oui, absolument. Je l'ai dit durant la campagne. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est
Est-ce qu'on aurait pu instaurer une tarification sociale? On aurait aidé plus de monde, surtout ceux qui en ont le plus besoin. Le Projet Montréal a instauré une tarification gratuite pour tous les 65 ans et plus. Donc, une personne qui a 65 ans qui vit très bien sa retraite a aussi la gratuité. Moi, j'aurais souhaité qu'on le fasse différemment, mais je ne l'enlèverai pas. Un cadeau, c'est un cadeau. OK. Au Québec, on a eu des sujets polarisants au fil des décennies. Fédéralistes, souverainistes, Canadiens nordiques. Là, c'est les pistes cyclables. Oui, je le sais. Et pas juste incroyable. À Montréal, ailleurs aussi, à Québec aussi. Mais parlons, Oui. là, je veux donnez-moi où vous en êtes sur les pistes cyclables. Vous aviez promis en campagne un audit, une révision de la pertinence, de la sécurité des pistes cyclables. Là, vous semblez avoir reculé là-dessus les derniers jours. Non, pas du tout. En fait, ce qui est arrivé, c'est que durant la campagne, si vous vous souvenez, Craig Sauvé a dit dans un débat, il a dit, il y a déjà une audit à la ville. Oui. Et que tu as lancé ça dans un débat. C'était quelques jours avant la fin de la campagne. Moi, je suis arrivée lundi matin, j'ai rencontré le directeur général, puis j'ai dit, on me dit qu'il existe une audit sur les pistes cyclables. Et il me répond, effectivement, je vais aller voir. Il y en a 2. Il y a 2 rapports. Moi, ce que je questionne, c'est ces rapports n'ont jamais été rendus publics durant la campagne. Mais il y a 2 rapports. Il y a un rapport sur des listes de projets d'intervention et un rapport sur une audit pour de la correction et de la prévention. Alors, j'ai demandé d'avoir les rapports. OK, mais votre posture en général, est-ce que vous trouvez que les pistes cyclables sont un problème à Montréal? Non, pas du tout. Ce que j'ai dit en campagne, c'est qu'il y a des pistes cyclables qui ont été faites sans avoir de mesures de mitigation avec l'impact que ça donne sur les commerçants, sur des personnes qui sont en mobilité réduite, qui doivent recevoir le transport adapté. Il y a un paquet d'images que vous voyez durant la ville où tu as un transport adapté direct sur une piste cyclable ou un transport qui ne va même pas à côté parce que si tu as une bande... une bande cyclable, bien, le transport adapté ne peut pas prendre quelqu'un en chaise roulante. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est ce qu'on peut s'assurer qu'on prend en compte la mobilité de toutes les personnes. OK. Aux automobilistes là, qui n'aiment pas les pistes cyclables, qui voient les pistes cyclables comme étant responsables des problèmes de trafic à Montréal, qu'est-ce que vous leur dites? Bien, je leur dis que la mobilité à Montréal, c'est oui les voitures, oui les vélos, les piétons et tous les transports, incluant la marchandise, les pompiers, les policiers. Donc, on doit vivre avec une ville, puis on ne peut pas à chaque fois penser qu'avoir plus de voitures va régler le problème. Sur Henri Bourassa, là, il y a un nouveau rêve. Là. Il y a une nouvelle piste cyclable qui cause beaucoup de problèmes. Même Luc Ferrandez, qui est pro piste cyclable, qui s'assoit là chaque jour où vous êtes assise, Madame la prochaine mairesse, là, même lui, il trouve qu'elle est problématique. La nouvelle mairesse d'Annecy-Cartierville a dit que cette piste-là était à risque ce matin dans la presse. Elle est à risque dans la mesure où actuellement, elle ne fonctionne pas. Puis on a beaucoup de gens qui nous le disent. Maintenant, on va demander encore une fois une évaluation. Est-ce qu'on doit la réaménager différemment? Est-ce qu'on doit voir avant qu'elle soit finalisée? Parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur ces pistes-là. Puis je suis très consciente que les citoyens, une fois qu'on paye, je veux dire, ça coûte de l'argent, c'est notre argent à nous, les citoyens. Là. Allez-vous les déneiger en hiver? Les pistes cyclables? Il y en a qui sont déneigées, oui. Vous allez continuer la même politique? Oui, absolument. Il y a des gens qui utilisent... Le réseau cyclable l'hiver, c'est aussi une façon d'assurer la mobilité. Alors, absolument. OK. Itinérance. Oui. Votre point de vue sur les campements, vous en avez parlé. Vous avez dit on ne va pas les démanteler. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui habitent pas loin des campements, qui vivent avec tous les problèmes de cohabitation, les incivilités, les vols, etc., Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Moi, je leur dis que le campement, on a une injonction en ce moment. On ne peut pas les démanteler. De toute façon, même si je voudrais, je ne peux pas le faire. Moi, j'ai dit que ce n'est pas une solution de les démanteler. Ce que j'ai dit, par contre, c'est qu'il faut s'assurer qu'on met plus de ressources pour assurer la cohabitation. Que les campements soient gérés au niveau de la propreté, au niveau de la sécurité. On a vu des campements qui ont pris en feu là, il y a quelques semaines dans le Centre-Sud. Donc, il faut absolument qu'on mette en place des mesures pour assurer sécurité et propreté et travailler sur des mesures de transition. Parce que la seule façon qu'il n'y ait pas de campement, c'est que j'aille plus d'hébergements de refuge, d'urgence, que j'ai plus de logements de transition, puis qu'on pense à des campements éventuellement pour l'hiver, parce qu'il faut trouver des solutions actuellement à l'hiver. Pour les refuges, pour les logements de transition, il y a une petite partie qui est dans le cours de la ville, mais vous le savez comme moi, une grosse partie qui est à Québec. En fait, oui puis non. Québec, c'est tout le soutien psychosocial, d'intervention de santé. Et ça, vous avez raison.
Donc, si... Mais il y a plein de programmes de soutien au logement aussi, de financement de logement. Absolument. Ouais. Moi, ce que j'ai dit durant la campagne, c'est que je voulais trouver des façons différentes de financer ça, à même la ville. J'ai mis un programme sur 4 ans de 100 millions pour acheter, par exemple, une maison qui pourrait être des maisons de chambre soutenues par des organismes communautaires. Moi, je viens d'avoir une conversation avec mon DG à savoir que la gouvernance au niveau de l'itinérance est compliquée avec Québec. Je vais rencontrer la nouvelle ministre probablement la semaine prochaine. Je vais les rencontrer rapidement. J'ai parlé avec le premier ministre, M. Legault, et j'ai fait part que mon projet numéro 1 en ce moment, c'était l'itinérance. Donc, je ne suis pas arrivée avec une liste d'épicerie. Qu'est-ce qu'il a répondu? Bien, absolument. Il comprend que l'itinérance... Montréal est une des villes les plus affectées au niveau de l'itinérance en ce moment au Québec. Là. Nous avons la crise humanitaire qu'on a actuellement, c'est à Montréal. Et j'ai dit à M. Legault que j'arriverais avec un plan dans lequel je veux travailler de façon collaborative avec Québec parce que des choses qui ne sont pas dans ma cour. Puis vous l'avez dit, la question de la santé, c'est pas dans ma cour. OK. Montréal est souvent dénoncée, Mme Martinez-Ferrada, comme étant sale. Vous l'avez dénoncé aussi. Maintenant, une fois que ça s'est dit... Oui. Je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire pour que ce soit plus, en certains quartiers, une soie à cochon? Oui. Moi, j'ai dit que durant la campagne, j'allais avoir quelqu'un de responsable au comité exécutif, ce qu'on n'avait pas nécessairement. De la propreté. De la propreté. J'ai dit que j'allais mettre en place une table des maires associés au comité exécutif pour qu'on s'assure qu'on donne plus les moyens aux arrondissements de livrer au niveau de la propreté. Je me suis engagée à avoir des escouades express que j'ai appelées, des brigades express pour s'assurer que dans certains quartiers chauds, quartiers chinois, le centre-ville, etc., une ligne Gamelin, des endroits à Montréal où on a beaucoup plus de problèmes. Travailler sur l'aménagement du territoire. Est-ce on peut avoir des dépôts à plus de poubelles? Plus de poubelles. Est-ce qu'on peut... Donc, il y a un plan au niveau de la propreté qu'on va pouvoir présenter aux citoyens, mais c'est exact. Je l'ai toujours dit que c'était une des priorités parce que l'attractivité de Montréal va passer aussi par le fait qu'elle est belle puis qu'elle est propre. Et parlant de propreté, il y a ce projet d'étendre, de faire de la collecte des ordures là, seulement aux 2 semaines. Il semble qu'à cause des terrains d'enfouissement, des sites d'enfouissement en périphérie de Montréal, c'est nécessaire. C'était un des combats de projet Montréal. Est-ce que c'est le vôtre? Oui, mais il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Il ne faut pas que, finalement, parce que ça ne fonctionne pas, que les poubelles restent dans tes rues. Moi, comme dans Hochelaga, Maisonneuve. Moi, j'ai été député dans Hochelaga. Écoutez, je revenais à Hochelaga, les gens ne me parlaient que de ça. J'étais allée te promener dans Hochelaga, c'était une poubelle à ciel ouvert. Là. C'était rendu un enjeu de santé publique. Fait qu'il faut s'assurer qu'on accompagne le citoyen puis que ça fonctionne de façon intelligente. Mais y a-t-il des quartiers où ça se fait pas? Oui. Comme où c'est impossible de le faire? Bien, je pense qu'il y a des quartiers où ça va prendre plus de temps. Est-ce que c'est impossible? Écoute, moi, j'ai travaillé à Écoquartier quand j'avais 20 ans. Ma job, c'était de faire de la sensibilisation sur le recyclage. À l'époque, on n'en faisait pas. Là, fait que je pense qu'on a fait du chemin, mais il y en a beaucoup à faire. Je viens d'un quartier où j'étais à côté du site d'enfouissement de la carrière Miron qui est devenu le parc Frédéric-Bach. Fait que je comprends l'enjeu de l'enfouissement, mais ça va prendre plus de temps, puis il faut accompagner les citoyens là-dedans. C'est pas... c'est un changement de culture, là. Ça prend du temps. Projet Montréal, une de ses grandes ambitions, c'était de redessiner le parc du Mont-Royal, à fermer la voie Camillien-Hood aux voitures, verdir tout ça. On parle de dizaines de millions de dollars, très controversé. Est-ce que vous allez maintenir le réaménagement de Camillien-Hood? Non. Je l'ai dit en campagne, ça a été très clair. Je ne ferme pas Camillien-Hood. Donc, on touche à rien. Non, on touche pas à Camillien-Hood. C'est fini. C'est fini. OK. Très clair. J'aimerais vous entendre aussi sur la piétonisation dans le vieux Montréal. Ça a été annoncé par Luc Rabouin. S'il était élu, on allait piétoniser pas mal au grand complet. Il y a eu de la grogne, encore une fois. Ça, est-ce que c'est une de vos ambitions? Je pense qu'aujourd'hui, la priorité que moi, j'ai mis en place, et très clairement, c'est le logement et l'itinérance. Est-ce que le projet de piétonisation, c'est un projet que les gens dans le vieux Montréal nous demandent? Est-ce que c'est quelque chose que les commerçants veulent? On pourra le travailler avec eux. Mais actuellement, ma priorité, là, elle est très claire. Là. C'est l'itinérance, le logement, la sécurité puis la propreté. Il y a un projet de piétonisation aussi de projet Montréal dans l'ouest de Sainte-Catherine, dans le coin de Concordia. Ça, elle est portée par... dans l'ouest de... Concordia, pour le moment, moi, je m'étais mis en défaveur de ça. Il fallait le faire de façon un peu... Il faut que ça évolue. Tu sais, si tu fermes la rue un certain temps, puis tu y vas
petit à petit, tu avances. C'est un peu comme on a fait avec la piétonisation de la rue Mont-Royal. C'est un peu la même chose. Il faut y aller petit à petit. Dans le village, il y a actuellement un projet de piétonisation de la rue Sainte-Catherine. Elle est portée par grande partie des commerçants, par la SDC. C'est un projet qui vise aussi à revaloriser le quartier, le village. Moi, je pense qu'il faut qu'on y aille de façon ordonnée. Puis aussi, il faut que les gens l'appuient, les projets, là. Actuellement, c'est pas Comment tout le on monde. détermine s'il l'appuie? Mais c'est une bonne question. Puis, écoutez, Camille Linwood, on a fait un rapport sur Camille Linwood avec l'Office de consultation publique. L'article numéro 1, c'est de ne pas fermer Camille Linwood. On ne les a pas écoutés. Moi, je pense qu'on a un Office de consultation qui peut aider. On a des SDC. On a des tables de quartier. Il faut écouter le monde. Puis après ça, il faut décider. Moi, je dis pas qu'il faut pas... C'est pas tout le temps la majorité qui a raison, puis l'inverse, c'est vrai aussi. Alors, c'est sûr qu'il faut y travailler, mais... C'est du cas par cas, je vous écoute, là. Mais c'est du cas par cas, oui, parce que actuellement, la rue Sainte-Catherine, c'est le cœur et le poumon du centre-ville. Il y a 18 d'inoccupation actuellement sur nos locaux. Il faut que les gens reviennent. Actuellement, ce que j'entends, moi, c'est que plus personne ne va aller au centre-ville parce qu'ils ont peur de ne pas trouver de stationnement, ils ont peur de s'y rendre puis qu'il ne se passe rien. Il faut qu'on rende notre centre-ville attractif. Est-ce que la piétonisation est le dossier qui va la rendre attractive puis que les gens vont revenir? Mais moi, c'est pas ça qu'on me dit. Alors, c'est quoi le projet qui va faire que le centre-ville va se relancer? Puis moi, j'ai hâte d'avoir ces conversations-là avec le milieu des affaires, le milieu des résidents qui habitent aussi dans le centre-ville. On a beaucoup de monde qui habite là. Fait qu'il faut avoir ces conversations-là, mais il ne faut pas imposer un projet qui peut-être n'est pas le bon projet. Dernier point, Mme Martinez-Ferrada. C'était une belle image hier de vous voir avec Valérie Plante, oui. La mairesse sortante, deux adversaires politiques qui sourient, qui ont l'air contentes d'être ensemble. Il semble que la transition va être faite en douceur. Le plus grand legs, le plus beau legs de Valérie Plante comme mairesse de Montréal pendant 8 ans, d'après vous, c'est quoi? Mais elle a ramené le sentiment qu'on vit dans des quartiers. La qualité de vie locale, le fait que on est une ville de quartier et c'est important. Et à un moment donné, on avait oublié ça. Puis ça, je l'ai dit souvent, ça. Tu sais, Denis Coderre est arrivé à un moment où la ville avait besoin de retrouver son lustre puis son rayonnement international, mais il a comme peut-être un peu oublié qu'on habitait dans des quartiers puis c'était important. Valérie, elle a ramené ça au niveau des quartiers puis dire, bien, on a une qualité de vie locale puis il faut qu'on aime nos quartiers. Et je pense que c'est un legs important. Puis aujourd'hui, il faut faire les deux. Ça a été une bonne mairesse pour vous, Mme Plante? Vous savez, je pense que moi, je salue l'engagement public. C'est difficile de se lancer en campagne. Puis je pense que Valérie, elle a brisé un plafond de verre pour des femmes qui, aujourd'hui, comme moi, qui peut-être n'auraient pas pu être mairesse. J'en ai brisé un deuxième, celui d'être une femme de l'immigration puis la diversité, mais j'ai jamais fait campagne là-dessus. Et je pense que Valérie, elle a donné son maximum, puis elle aime une ville. Fait que... Oui, juste pour ça, elle a été une bonne mairesse parce qu'elle aimait sa ville, puis elle a donné le meilleur d'elle-même. Madame la mairesse, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour vos 4 prochaines années. Et, on va se revoir. J'espère que vous allez revenir. Ça va faire plaisir. C'était la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez.